On va plus loin avec, comme chaque lundi à mes côtés, Anne Niva, reporter de Guerre Indépendante. Bonjour Anne. Oui, bonjour Raphaël. Et Bruno Darou, chroniqueur international à France 24. Bonjour. Bonjour Bruno. Raphaël. Et un déluge de missiles s'est donc abattu sur l'Ukraine, visant des cibles stratégiques comme les infrastructures ou les centrales électriques, mais aussi des immeubles d'habitation. Des objectifs clairement civils, ce qui fait dire à la France que la Russie s'est à nouveau rendue coupable de crimes de guerre. Écoutez Vladimir Poutine se justifier juste après l'accusation de Volodymyr Zelensky envers Moscou. Par ses actions, le régime de Kiev s'est de facto aligné avec les formations terroristes internationales, avec les groupes les plus odieux. Laisser de tels crimes sans réponse n'est tout simplement plus possible. Dans la matinée d'aujourd'hui, comme suggéré par le ministère de la Défense et en accord avec le plan établi par l'état-major de la Russie, une frappe massive a été lancée avec des armes de longue portée et de haute précision depuis les airs, la mer et la terre sur les infrastructures de l'énergie, du commandement militaire et de communication de l'Ukraine. On a affaire à des terroristes. Des dizaines de missiles iraniens de type Shahid sont tirés. Ils ont deux cibles, nos infrastructures d'énergie, Kiev et les régions de Lviv, Dnipro, Vinnytsia, Kharkiv, Zaporizhzhia, Soumy, Kharkiv, Jitomir et Kirovorad. Ils veulent créer la panique et le chaos. Ils veulent détruire le système énergétique. Ils sont désespérés. La deuxième cible sont les civils. Aniva, comment comprendre ce qui s'est passé côté russe? Réaction désordonnée, désespérée ou bien escalade planifiée, voulue par le Kremlin? Alors ça, moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans les petits papiers du Kremlin. En tout cas, ce qui est frappant, c'est l'usage du mot terroriste. C'est-à-dire que Volodymyr Zelensky accuse bien sûr la Russie aujourd'hui d'actes terroristes, puisqu'il s'agissait de bombardements envers des civils. C'est plus facile d'envoyer des missiles que de faire modifier le front. Mais samedi, c'était le pont en Crimée, et Vladimir Poutine, évidemment, dès ce matin, a lui aussi utilisé ce mot terroriste. Il réagit toujours en miroir. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes en Russie qui sont satisfaites et qui l'expriment depuis ce matin, que enfin une pluie de missiles arrive sur l'Ukraine et en différents points de l'Ukraine. Il y a le président de la Crimée, le président pro-russe bien sûr de la Crimée, qui s'en félicite et qui dit d'ailleurs que si ça avait été le cas, si cette stratégie, celle d'aujourd'hui, avait été la même depuis le début du 24 février, la guerre se serait arrêtée depuis le mois de mai. Et puis il y a bien sûr évidemment Kadyrov qui n'en perd pas une pour parler et qui lui effectivement dit qu'il avait eu quelques petites critiques, on les avait toutes entendues la semaine dernière et les jours précédents, et que là aujourd'hui il était satisfait à 100% de l'opération antiterroriste. Même s'il n'y a pas eu d'usage de nucléaire encore, comme lui-même le réclamait. Oui. Moscou, cela dit, ne pouvait pas ne pas répondre, Bruno, à l'explosion qu'évoquait Anne, survenue samedi sur le pont de Kertch en Crimée. C'est presque rassurant, entre guillemets, qu'il n'ait usé que d'armes conventionnelles? Oui, enfin bon, rassurant vraiment, avec beaucoup de guillemets quand même, parce que pour les populations qui ont été visées, c'est quand même effectivement... très douloureux et très barbare, oui, enfin rassurant dans le sens que c'était pas d'autres types d'armes qui ont été utilisées. De ce point de vue, oui. Effectivement, moi je pense que, moi non plus je suis pas dans les petits papiers du Kremlin, mais on sentait quand même que Vladimir Poutine, il était un peu sous pression, ce qu'on appelle un peu le camp ultranationaliste, avec notamment Kadyrov. Et puis il y a eu quand même ce qui s'est passé sur le pont de Kertch, qui était quand même à la fois la grande réalisation, la grande fierté de Vladimir Poutine, qui dès l'annexion de la Crimée avait ordonné la construction de ce pont. Tout ça s'était fait en à peine 4 ans. Donc c'est vrai que c'était déjà un très beau défi une œuvre technique, architecturale, oui. Voilà, qui avait été réalisé, et puis qu'il a plus prosaïquement, mais enfin c'est très important, assuré une partie évidemment de l'alimentation logistique de l'armée russe depuis la Russie vers la Crimée pour remonter sur le front sud autour de Kherson. Donc oui, c'était un très mauvais coup. Il ne pouvait pas rester sans rien faire, parce que là, avec ce qui s'était passé samedi au pont de Kertch, là, s'il n'avait rien fait assez vite, alors là, le camp ultranationaliste lui serait tombé dessus à bras raccourcis. Donc il était obligé de faire quelque chose. Après, ce qu'on ne sait pas, effectivement, mais là, et les spécialistes ont des avis un peu divergents, en fait, c'est si vraiment il a utilisé cet incident pour procéder à ces bombardements, ou si ces bombardements étaient déjà planifiés d'après les Ukrainiens, d'après les services ukrainiens. Ils avaient observé des mouvements d'avions, de navires, de porte-missiles. Il y a déjà plusieurs jours avant, début octobre, avant donc
le grave incident qui s'est produit sur le pont de Kertch. Et donc, à ce moment-là, on serait dans une stratégie d'escalade planifiée par Vladimir Poutine, avec d'abord la mobilisation partielle, puis la séquence qu'on vient de vivre, les menaces nucléaires. Là, les bombardements d'infrastructures énergétiques, effectivement, le fait de viser des civils avec des bombardements assez intensifs. Donc, à ce moment-là, finalement, on a presque envie de dire que Vladimir Poutine aurait presque été content, entre guillemets, de cet incident qui lui donnait le prétexte idéal pour procéder à ces bombardements qui sont quand même parmi les plus massifs depuis le début du conflit. Ça pose tout de même la question de l'épuisement des ressources militaires russes, aussi bien en hommes qu'en matériel. Oui, on peut se poser cette question. Les militaires se la posent. On n'a pas de réponse. C'est-à-dire, on ne sait pas. On dit, voilà, est-ce que la Russie va pas être à court de munitions prochainement? On voit bien qu'elle a du mal à recruter. Elle le sera sans doute, puisque on voit bien que là, que ce qui est le plus important, ce sont les munitions, puisque justement l'armée ukrainienne, depuis le départ, et quand j'étais sur le front au mois d'avril, on me l'a répété tous les jours, et les militaires, mes sources ukrainiennes, et elles le disent à tout le monde, elles répètent à qui veut l'entendre, ce sont les munitions. Les militaires ukrainiens veulent des munitions, ils veulent qu'on leur donne des munitions, pas seulement des armes, mais surtout des munitions. Et bien sûr, côté russe, on a besoin de munitions également. Alors, il semblerait que justement les 80 et quelques, je crois que c'est 84 missiles qui ont été envoyés aujourd'hui, sont justement des missiles de fabrication soviétique. Donc, ce ne sont pas justement les missiles les plus modernes, ceux qui sont les plus précis, qui auraient été utilisés. Ce sont les précédents, ce qui pourrait être analysé par justement une peur de ne pas avoir assez de ceux qui sont capables de faire des frappes très précises et d'utiliser ceux-là qui ont été utilisés aujourd'hui, qui n'ont pas forcément été extrêmement précis, parce qu'on se demande pourquoi justement un pont piétonnier en plein milieu de Kiev a été frappé. Chance, il n'y avait personne. Mais en tout cas, ça n'était pas du tout une structure militaire comme les Russes disent, comme d'habitude, qu'ils ne ciblaient que des installations militaire. Moi, je voudrais souligner juste une chose qu'a dit Vladimir Poutine ce matin, parce que c'est étonnant. Alors que Vladimir Poutine est sans cesse en train de répéter qu'il est en train de se battre contre, et ça c'est une expression russe nouvelle, l'Occident collectif, eh bien, ce matin, ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce matin, il n'a absolument pas prononcé le mot ni d'Occident ni de collectif. C'est-à-dire que ce matin, il se battait, d'après ses dires, uniquement contre l'Ukraine. Et ça, c'est précisément, je pense, à cause de ce qui s'est passé samedi, à cause du fait qu'il a été évidemment blessé dans son amour-propre, que ce pont, ce symbole, comme Bruno vient de le dire, ait été endommagé. Il ne l'a pas été complètement, mais il l'a été quand même. Et du coup, il a un peu mis de côté ses diatribes habituelles contre l'Occident, faisant croire à toute sa population russe que c'est l'Occident qui attaque la Russie. Il ne l'a pas dit ce matin. Autre signe tout de même d'escalade, Bruno, le président biélorusse Alexandre Loukachenko masse des troupes, lui, à sa frontière avec l'Ukraine, en accusant Kiev de préparer une attaque contre son pays. Oui, alors là, on est toujours un peu dans la même rhétorique que celle quasiment qui avait été utilisée par les Russes au moment de l'opération militaire spéciale, comme ils disent. C'est une forme d'agression préventive. C'est-à-dire que l'ennemi s'apprête à m'attaquer, je suis menacé, donc avant qu'il arrive, c'est moi qui attaque. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que Loukachenko, il a été assez belliqueux, vraiment sur la ligne de Poutine au début du conflit. Une partie des troupes russes étaient stationnées. On avait observé les mouvements en Biélorussie. C'est ça qui avait donné l'idée d'une possible offensive russe. Voilà, et c'est de là qu'ils étaient partis vers Kiev avec le succès qu'on sait. Puis depuis, c'était un peu silence radio de la part de Loukachenko. Alors, maintenant, visiblement, il est sous pression, il est sous contrainte de Poutine, à qui il doit quand même d'être encore aujourd'hui au pouvoir. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu des manifestations très très importantes en 2020, donc oui, c'est ça, il y a 2 ans. Il est fragilisé. Il est très fragilisé. Détournait des avions avec à son bord des opposants, on s'en souvient aussi. Voilà, absolument. Et donc, il est fragilisé, il est redevable à Vladimir Poutine. Et alors, donc, ça pose la question, est-ce que Vladimir Poutine, en fait, est-ce que les Russes veulent reformer un front nord, comme ils l'ont fait au tout début, mais ça n'a pas marché parce qu'ils n'étaient pas suffisamment prêts. Là, est-ce qu'ils sentent qu'ils sont plus prêts ou est-ce qu'ils vont mettre des efforts sur ce front pour recommencer, s'il faut, à marcher sur Kiev? Point d'interrogation, personne n'en sait rien, mais enfin, c'est quand même très bizarre que Loukachenko dise ce qu'il vient de dire là, maintenant.
L'engagement biélorusse changerait un peu la face de ce conflit avec un nouveau front nord, parce que là, on est au nord de Kiev. Hein. C'est la capitale qui pourrait... La Biélorussie, si on regarde une carte, c'est au nord de l'Ukraine. Oui. Donc effectivement, si Loukachenko n'a pas précisé, je ne sais pas si c'est volontaire de sa part, parce que c'est peut-être du bluff, hein, on ne sait pas, où serait situé ce contingent biélo-russe, donc il n'a pas précisé. Mais effectivement, on est absolument sûr d'une chose, c'est que ça ne va pas changer la figure de la guerre. C'est-à-dire ni menacer des territoires jusque-là épargnés depuis quelques mois comme Kiev. L'armée biélorusse, Raphaël, n'est pas connue pour être une armée extrêmement puissante et extrêmement nombreuse. Donc, si Loukachenko a dit ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est qu'il en a été sans aucun doute obligé, pour des raisons qui lui sont propres, qui sont d'abord le fait qu'il est totalement le vassal de Vladimir Poutine depuis toujours. Loukachenko est au pouvoir depuis avant que Vladimir Poutine soit lui-même au pouvoir. Hein. Loukachenko, c'est un leader typiquement soviétique. C'est un vestige du soviétisme. Absolument, absolument. Mais est-ce que ça ne serait pas plutôt pour montrer, réaffirmer cette alliance slave entre les trois voisins, alliance de laquelle, justement, les Ukraines sont partis, se sont retirés depuis bien longtemps, puisque les Ukrainiens disent « Non, nous ne sommes pas vos voisins slaves, nous sommes indépendants, nous sommes un État indépendant, il faut nous reconnaître comme tels. » Donc, est-ce que ça ne serait pas, justement, pour idéologiquement se montrer de ce côté-là, juste après le prix Nobel de la paix, je vous rappelle, qui a été, la semaine dernière, donné à 3 ONG, une biélorusse, une ukrainienne et une russe. Et ça, c'est sans doute une fierté pour le pouvoir biélorusse. Bruno Darou, alors la Russie a un allié assez évident, hein, qui est la Biélorussie, qui jusqu'à présent, en tout cas, ne s'est pas démenti, même si l'attribution de ce prix Nobel de la paix est peut-être une fierté pour une partie, en tout cas, des Bélarusses eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut attendre du vote qui doit avoir lieu là dans les prochaines heures à l'Assemblée générale des Nations Unies, puisqu'elle se réunit à nouveau à propos de cette guerre, et que ça permet souvent de jauger du rapport de force, et notamment de la capacité de Moscou à maintenir, en tout cas, la neutralité d'un certain nombre, neutralité bienveillante d'un certain nombre de pays. Alors, il faut bien voir que là, effectivement, là, dans quelques minutes, ça va être les débuts des débats à l'Assemblée générale de l'ONU, dans la foulée de la résolution la semaine dernière au Conseil de sécurité de l'ONU sur l'annexion par la Russie des 4 territoires ukrainiens, en fait. L'ONU, aujourd'hui, s'est indignée par la voix de son secrétaire général sur ce qui s'était passé ce matin concernant les bombardements russes sur plusieurs villes d'Ukraine. Mais là, les pays vont commencer à s'exprimer, puis à voter sur le fait de condamner la Russie pour l'annexion de ces 4 territoires ukrainiens. Alors effectivement, c'est un vote à l'Assemblée générale qui n'a pas, puisque ça a été bloqué au Conseil de sécurité par la Russie, qui n'a pas force exécutoire, absolument. Mais ce qui est intéressant, même du coup, si ça va prendre quelques jours, ce sera dans le courant de la semaine qu'on aura le vote, parce que chacun s'exprime, ils vont commencer dans 20 minutes ou un peu moins maintenant. Ce sera intéressant de voir, de mesurer le degré d'isolement ou pas de la Russie. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu 2 votes de l'Assemblée générale depuis le début de la guerre, à chaque fois, les votes condamnant la Russie étant sur une ligne pro-occidentale, on va dire pour simplifier, schématiser, on était autour de 130, 140. Il y a eu un vote ensuite où c'était moins favorable, où il n'y avait que 93 pour les Occidentaux. Donc là, tout l'enjeu, c'est de savoir si on sera en gros au-dessus de 100 pays qui condamnent la Russie et autour de 130, 140, ce serait très bien, on retrouverait le niveau du début du conflit, ou si on sera en dessous. Et évidemment, là, apparemment, à l'ONU, il y a beaucoup de lobbying ou de pression sur les pays qui veulent s'abstenir pour les faire basculer dans le bon camp pour les Occidentaux et dans l'autre pour les Russes. Est-ce que les Russes vont finalement se retrouver comme lors des 2 premiers votes avec simplement 4 ou 5 pays autour d'eux, c'est-à-dire l'Érythrée, la Corée du Nord, la Biélorussie, le Venezuela, voilà. Ou est-ce qu'ils auront un soutien un peu plus important? Et même s'ils arrivent à avoir le soutien de 15 ou 20 pays, ce serait peut-être un indicateur un peu inquiétant pour le camp occidental, en tout cas. Anne ? Voir si ceux qui vont s'abstenir seront les mêmes qu'il y a quelques mois, c'est intéressant. Il y avait quand même eu une trentaine, voire 35 pays, dont des pays d'Afrique, effectivement. Et puis, pour Vladimir Poutine, c'est toujours la preuve que le monde n'est plus bipolaire,
et qu'il est multipolaire. Ça, c'est la rhétorique de Vladimir Poutine, c'est son obsession, c'est de montrer qu'il n'y a plus que 2 pays qui comptent, l'URSS qui n'existe plus et les États-Unis, mais il y a la Russie, la Chine, les États-Unis, et que donc certains pays, dont ceux qui votent évidemment à l'Assemblée générale de l'ONU, peuvent prendre parti pour les uns et pour les autres. Ça, c'est très important. Ça veut dire que le libéralisme occidental, aux yeux de Vladimir Poutine, ne serait plus le seul dominant existant. Voilà. Alors après, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'à l'intérieur de ce camp anti-occidental, évidemment, tout n'est pas un parfum de rose où tout le monde s'aime. Il y a des compétitions en interne, notamment entre la Russie et la Chine. Et là, pour le moment, c'est quand même la Chine qui est la grande puissance vis-à-vis de la Russie. La Chine n'a agressé personne, la Chine ne mène pas une guerre en Ukraine. Et puis, il y a une économie beaucoup plus Absolument, puissante. mais comme la Russie est en train de mener une guerre en Ukraine, aujourd'hui, la Russie est en même temps fragilisée, on le voit tous, mais aux yeux, sans doute, de Vladimir Poutine, puisque c'est lui qui a commencé cette guerre, il a voulu montrer son pouvoir en commençant cette guerre. Et il est encore persuadé et puis de le pouvoir côté gagner. un peu contradictoire de Vladimir Poutine, c'est qu'effectivement, il est favorable à un monde alternatif, multipolaire, etc. Mais en même temps, son obsession, c'est que les États-Unis le considèrent, lui, son pays, la Russie, d'égal à égal, comme une grande puissance. Et presque lui tout seul, on a envie de dire. Comme avant, du temps de l'URSS. Voilà. Et les discours, en tout cas, d'Emmanuel Macron et de Joe Biden à l'Assemblée annuelle des Nations Unies sur les non-alignés pour les enjoindre à rejoindre le camp occidental et à condamner la Russie, ont-ils porté ces discours? Réponse dans les prochaines heures, en tout cas début de réponse. Ce sera à suivre en tout cas sur France 24 pour les discours de l'Ukraine et de la Russie. Vous serez avec nous, Bruno. Merci beaucoup, Anne. On va plus loin. Restez avec nous. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Live.